Lac intercepte. Lance et court. Voilà votre but. Lac qui sort sur la carte. C'est Lac qui sort. C'est là. Un lancer magnifique d'arrêt de Lac. Oh, le but! Bienvenue à l'Ultime Classement. Ici Pierre Houde. Les recrues dans la Ligue nationale de hockey doivent relever un défi de taille, avant même de sauter sur la patinoire, celui de faire leur place au niveau ultime du hockey professionnel. La pression et les attentes sont extrêmement élevées à Montréal, et ce n'est pas pour rien que le club a adopté une approche conservatrice face à ces jeunes au fil des ans. De grands espoirs et premiers choix comme Doug Wickenheiser n'ont jamais pu réaliser leur potentiel dans ce contexte hermétique. Le dernier jeune de 18 ans à avoir percé l'alignement à Montréal fut Peter Svoboda en 1984. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu de grandes recrues dans l'histoire du Canadien, comme Robert Bobby Rousseau, lauréat du Trophée Calder, qui a terminé 11e au classement. Le défenseur Guy Lapointe, marqueur de 15 buts à sa première saison, au 12e rang, et le flamboyant P.K. Subban, 17e. Voici maintenant notre palmarès des 10 meilleures recrues de l'histoire du Canadien. Pour la première fois à l'Ultime Classement, 2 joueurs ont terminé ex aequo aux yeux de notre panel d'experts. Les 2 sont des gardiens de but et les 2 ont soulevé la Coupe Stanley à leur toute première saison. Jacques Plante n'a pas eu la vie facile en début de carrière. Certes, il a mené l'équipe à la Coupe Stanley en 1953, mais pour ce faire, il a dû ravir le poste du populaire Jerry McNeil en fin de saison. Mais à l'automne de 1954, il était évident que le poste de gardien numéro 1 était destiné à être occupé par Plante. Le Canadien a atteint la finale de la Coupe Stanley cette saison-là. Plante a gagné 33 de ses 52 matchs en conservant une moyenne de 2,14 buts par match. Seul le légendaire Terry Sawchuk a fait mieux. Curieusement, Plante fut ignoré pour le Trophée Calder. Mais les partisans du Canadien avaient bien vu qu'ils avaient un joyau entre les mains. Plante deviendrait un des géants de l'histoire. À l'automne de 1985, les partisans du Canadien avaient peu de raisons de croire que la parade de la Coupe Stanley suivrait son parcours habituel au centre-ville de Montréal au printemps suivant. C'était une formation qui, au départ, n'avait pas de véritable gardien numéro 1. Ce qui devint vite un refrain. Qui assumera ce rôle si important? Les vétérans Doug Soutart et Steve Penney ne semblaient pas pouvoir prendre la commande. Puis il y avait cette verte recrue qui n'avait joué que 20 minutes dans la Ligue nationale la saison précédente, un certain Patrick Roy. Avouons-le, tout laissait croire en des vacances hâtives pour le Canadien. C'est alors que la légende de Saint-Patrick a pris son envol et elle connut son plus grand essor en série, Roy inscrivant une performance carrément spectaculaire. C'est une surprise parce que quand il jouait junior, il recevait à peu près 60 lancés par partie. C'est évident qu'il accordait beaucoup de buts. Mais c'est là qu'il a pris son expérience, si vous voulez. Alors, quand il est arrivé avec le Canadien, on a dit, est-ce qu'il est déjà assez fort pour gagner? Puis oui, il était capable de gagner. Tu sais, les 2 Coupes Stanley du Canadien, là, on doit une fière chandelle à Patrick Roy. Ce fut une entrée en scène qui passera à l'histoire. Comme son illustre prédécesseur Jacques Plante, Roy laissera sa marque dans les annales du hockey et deviendra un des plus grands gardiens, sinon le plus grand de tous les temps. Il était donc presque inévitable que les 2 hommes se retrouvent à armes égales au 10e rang de notre classement. Comme on le disait plus tôt, le fait même de percer l'alignement du Canadien relève presque de l'impossible. Ralph Backstrom, le 9e joueur à notre classement, a réussi l'exploit de s'intégrer à un vestiaire qui venait de célébrer sa 3e Coupe Stanley de suite. Vous voulez connaître l'ampleur du défi qu'il a dû relever? Backstrom devait faire compétition avec nul autre que Jean Béliveau et Henri Richard pour obtenir un poste. Mais le grand élancé de 21 ans était déjà un champion quand il est débarqué avec le Canadien.
Ralph Backstrom was a guy who jumped right from a Memorial Cup winning team into the lineup of a team that had won 3 straight Stanley Cups. And that had to be some kind of accomplishment to be able to do that with probably what was the greatest dynasty in the history of hockey. That showed you his ability right there that he could make that move and then not just make it, but be productive. À sa première année au Forum en 1958-59, Backstrom a marqué 18 buts en plus d'ajouter 22 passes, ce qui lui a valu le trophée Calder. Sans surprise, le Canadien a gagné son 4e championnat consécutif, couronnant ainsi une première saison tirée d'un rêve pour le jeune joueur. Patineur fluide et infatigable, Backstrom est vite devenu un incontournable à Montréal, remportant 5 autres bagues de Coupe Stanley au passage. Sa place à l'ultime classement ne fait donc aucun doute. Les médias de l'époque avaient peut-être mal interprété les qualités de notre 8e homme à notre palmarès. Selon eux, Jacques Lapierre devait être un défenseur offensif exceptionnel. Il faut dire qu'au cours de sa carrière junior, il avait dominé outrageusement aux 2 extrémités de la patinoire. Mais en bout de ligne, les partisans auront vu à l'œuvre l'un des plus grands défenseurs à caractère défensif dans l'uniforme du tricolore. À sa première saison, en 1963, le Canadien était en période de transition. Plusieurs vétérans furent échangés ou ont pris leur retraite. L'équipe était donc prête à accueillir la relève qui créerait ainsi la prochaine dynastie. Et les partisans ont pu découvrir alors l'homme qui deviendrait l'une des pièces maîtresses d'une formation qui allait gagner 5 Coupes Stanley au cours de sa carrière. Quand un joueur obtient le trophée Calder, tu te dis qu'il y a eu une bonne première année dans la Ligue nationale. Et quand tu regardes contre qui il a gagné, tu te dis « Wow, il a battu John Ferguson, un de ses coéquipiers. » Donc, ça montre à quel point Lapierre, à sa façon, a connu une très, très bonne première saison dans la Ligue nationale de hockey. Lapierre a inscrit 30 points cette année-là, mais plus encore, il a démontré qu'il pouvait contrôler les matchs avec son flegme et son jeu défensif sans faille. Lapierre fut aussi choisi au sein de la 2e équipe d'étoiles. Il affichait déjà cette présence tranquille et rassurante qui a marqué son parcours et ses performances dès ses débuts lui ont valu le 8e rang auprès de nos experts. C'est sûrement l'un des rôles les plus ingrats du hockey. Celui du joueur qui s'affaire à irriter ses adversaires et parfois même ses coéquipiers, à un point tel qu'il devient carrément détesté. Ben voilà qui décrit plutôt bien Claude Lemieux. Ce qui n'enlève rien, disons-le tout de suite, au très grand talent de ce hockeyeur qui était prêt à tout, finalement, pour gagner. Il s'est joint à la formation montréalaise au cours de la saison 1985-86, participant à 10 matchs en saison régulière. Mais c'est en série, comme Patrick Roy, que Lemieux s'est véritablement révélé. Il a compté un total impressionnant de 10 buts, dont 4 décisifs. À sa première saison complète, Lemieux en a marqué 27, en plus d'ajouter 25 passes. Dès son arrivée avec les Canadiens, Claude Lemieux a eu un impact. C'était un gars physique, un money player, un gars qui pouvait changer l'allure d'un match par son intensité, son agressivité. Et lorsque le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 86, il a joué un grand rôle. Il s'est démarqué grâce à sa polyvalence et bien sûr par le fait qu'il agaçait ses adversaires au plus haut point, avec des tactiques dont lui seul avait le secret. Il fut échangé au New Jersey en 1990 et allait éventuellement ajouter 3 autres championnats, dont un au Colorado. Mais, dans sa province natale, on se souviendra toujours de lui comme d'un membre à part entière du Canadien de Montréal. C'est un départ canon à l'ultime classement, mais il y a encore beaucoup à venir après cette courte pause. Les 3 prochains joueurs à notre classement partagent 2 caractéristiques. Ils sont tous nés à l'extérieur du Canada et ils ont tous fait partie de l'équipe qui a remporté la 23e Coupe Stanley de l'histoire du Canadien.
Il est extrêmement intéressant d'observer certaines variations qui surviennent parfois dans le choix de nos experts. Voici d'ailleurs une sélection où les plus chevronnés d'entre eux n'étaient pas exactement au même diapason que les plus jeunes. Et oui, même à l'ultime classement, le fossé des générations existe parfois. C'est certainement grâce à la reconnaissance des plus jeunes d'entre eux d'ailleurs que Kjell Dahlin se retrouve 6e au palmarès, une place qu'il mérite cependant. Ailier droit natif de Timra, en Suède, Dahlin fut repêché au 81e rang par le Canadien en 1981. Il a débuté sa carrière en grande pompe, marquant 25 buts au cours de la première moitié de sa première saison. Mais cela s'est avéré un rythme insoutenable. Il n'a trouvé le fond du filet que 7 fois à ses 36 derniers matchs. Dahlin a été un bon joueur offensif, mais très peu d'années avec le Canadien dans la Ligue nationale. Mais à sa façon, il a marqué parce que c'était tellement un athlète talentueux. La raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné plus longtemps que ça, je ne la connais pas. Mais en peu de temps, il a fait sa marque. Bien qu'il ait été utilisé avec parcimonie au cours des séries de 1986, Dahlin a quand même vu son nom gravé sur la Coupe Stanley, et ce, de plein droit. Ses performances en saison régulière lui ont valu une place aux côtés de Patrick Roy dans l'équipe des recrues de la Ligue nationale de hockey. Il fut devancé par Gary Suter des Flames de Calgary pour le trophée Calder. Et 2 ans plus tard, il retournait en Suède, sa carrière freinée par des blessures. Le séjour de Kjell Dahlin dans la Ligue nationale fut plutôt court. Sa contribution à l'histoire du Canadien ne fait pas l'unanimité, mais notre processus démocratique lui confère le 6e rang. De temps à autre, de très jeunes joueurs démontrent un talent si exceptionnel que les amateurs et les recruteurs professionnels sont exactement du même point de vue quant à son potentiel. C'était le cas en 1984, quand un jeune défenseur du nom de Chris Chelios s'est pointé à Montréal pour les 12 derniers matchs de la saison régulière. Il affichait une confiance et une fougue hors du commun. Les partisans sentaient d'entrée de jeu que ce garçon avait le talent pour littéralement changer l'allure d'un match. Le Canadien s'était classé loin derrière Boston, son éternel rival, au classement de la saison régulière. Mais dès le premier match des séries, un but de Chelios a mené sa nouvelle équipe à une victoire inattendue. À sa première saison complète l'année suivante, Chelios a rejoint l'élite des défenseurs de la Ligue. Chelios est arrivé à Montréal à un moment où le club avait un besoin criant à la ligne bleue. Il cherchait un joueur qui pouvait occuper beaucoup de temps de glace en faisant un boulot honnête. Ils ont plutôt trouvé un homme qui a rapidement pris une sérieuse option sur une place au temple de la renommée. Jeune défenseur américain qui arrive dans la brigade du Canadien de Montréal, un peu méconnu de tous, fait en sorte que le Canadien a une autre dimension, capable de transporter la rondelle d'un bout à l'autre, capable de jouer en avantage numérique et de contrôler la situation, fait un travail colossal et change la donne pour le Canadien. C'est pourquoi nos électeurs ont accordé le 5e rang à Chris Chelios. Le Canadien de 1993 représente la dernière équipe à avoir remporté la Coupe Stanley sans joueurs européens. Imaginez alors, 10 ans plus tôt, être le premier joueur d'outre-mer à s'amener à Montréal pour un camp des recrues, avec en plus une petite taille et une mine d'adolescent. Mais quand Mats Näslund a foulé la patinoire du Forum pour la toute première fois, il s'est rapidement démarqué. Näslund, à sa première année, a carrément changé la perspective de la direction de l'équipe sur l'avenir du hockey. Il avait fait la preuve que pour être compétitif, il fallait dorénavant recruter ailleurs, en Europe notamment. Il est arrivé dans la Ligue nationale, il était tout petit. Les gens ont dit, est-ce qu'il va être capable de tenir le coup pendant toute une saison? Non seulement il était capable, mais il s'est mis en évidence immédiatement. Il marquait des buts, il contrôlait la rondelle, il aidait ses coéquipiers. Moi, je pense que Mats Näslund, c'était une agréable surprise et celui qui l'a trouvé en Europe a fait un très bon. Rares sont les recrues qui eurent l'impact de Näslund, qui est devenu immédiatement l'un des meilleurs attaquants du club.
Efficace en infériorité et à forces égales, il était carrément dangereux en supériorité numérique. Mats Näslund a compté 26 buts, récolté 71 points à sa première saison, en plus d'afficher un rendement de plus 34. Pour toutes ces raisons, le petit Viking est 4e sur notre liste des meilleures recrues du Canadien. Au retour, les numéros 3 et 2 de l'ultime classement des recrues. Il ne reste que les 3 derniers noms à l'ultime classement des recrues. Le cas du prochain joueur est fort intéressant. Chacun des membres du panel ayant entière liberté de réflexion, certains, dont je fais partie, considèrent que sa toute première saison ne fut pas exceptionnelle dans le contexte de l'époque, au point de lui valoir une place à notre classement des recrues. D'autres ont donné une place importante aux chiffres, plus qu'intéressant d'ailleurs à sa première saison. 29 buts, 64 points. Encore là, la somme des résultats fait foi de tout. Les attentes envers Guy Lafleur étaient extrêmement élevées en 1971. Il venait de fracasser les records du hockey junior avec 130 buts en une saison. Plusieurs rêvaient déjà d'une saison de 50 ou 60 buts dans la Ligue nationale. On ne s'attendait à rien de moins de celui qui devait être l'héritier d'un Jean Béliveau nouvellement retraité. Ce qui est bien injuste, avouons-le, avec le recul. Peu se souviendront que Scotty Bowman avait décidé de muter le jeune ailier droit naturel au poste de centre lors de ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Ce fut le désastre. Lafleur semblait confus et nerveux. Il y eut de brèves manifestations du joueur tant attendu, mais le jeune homme n'avait pas encore une très grande confiance en lui. Il y a fort à parier qu'il ressentait lui aussi une certaine déception. En 1972, le Canadien n'a fait que passer en série. Lafleur n'a compté qu'un but en bénéficiant d'un temps de glace réduit. Ils étaient plusieurs à se demander s'il n'était pas tout simplement un autre grand joueur junior qui ne saurait pas s'adapter au rang professionnel. 2 ans plus tard, on a eu la réponse, quand le démon blond a commencé à terroriser les défenseurs de la Ligue. Malgré les différences d'opinion au sein de notre panel, Guy Lafleur apparaît au 3e rang des meilleurs recrues dans l'histoire du Canadien. La prochaine recrue à notre classement n'a jamais respecté la notion voulant que le cheminement d'un joueur de première année dans la Ligue nationale devait être ardu et périlleux. Non seulement s'est-il rapidement emparé d'un casier dans le vestiaire du Canadien à son premier camp d'entraînement en 1951, il eut même l'audace de devenir le meilleur pointeur de l'équipe dès sa première année. Il a même terminé 6e au championnat des marqueurs de la Ligue nationale, devançant son idole, Maurice Rocket Richard. Was a terrific offensive player, and again, as with many Canadian players, you're in the shadow of icons. But Bernie Boom Boom was an icon himself. Ses 30 buts et 54 points font de Bernard Geoffrion le meilleur pointeur chez les recrues dans l'histoire du club. La vie n'était pas toujours facile à Montréal au cours des années 30 et 40. Pour une bonne partie de la jeunesse de Geoffrion, le monde occidental était en guerre et le Québec était bien loin d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les seuls moments de véritable quiétude survenaient sur la patinoire. C'est donc l'endroit où il passait la majorité de son temps. Et dès l'âge de 6 ans, Geoffrion n'eut qu'un but dans la vie, endosser la sainte flanelle comme l'avait fait son futur beau-père, Howie Morenz. Le moment étant venu, il était prêt, non seulement à jouer, mais à dominer. First time I saw Boom Boom Geoffrion at Madison Square Garden against the Rangers, I was actually frightened because he had the first slap shot, and goalies weren't wearing masks then. And as a rookie, to have the nerve to do that as often as he did and as successful as he was just tremendous. Le Canadien allait être balayé en finale de Coupe Stanley par Détroit cette année-là, mais la table était mise pour une carrière qui mènerait Bernard Boom Boom Geoffrion au temple de la renommée. Ses exploits à sa première saison lui confèrent la 2e place à notre palmarès. Il ne reste qu'un seul nom sur notre liste des meilleurs recrues du Canadien. Il sera révélé après la pause.
Chaque partisan du Canadien de Montréal a son moment de prédilection dans l'histoire du club. Pour des milliers d'entre eux, c'est le printemps de 1971. Le Canadien se mesurait en série aux puissants Bruins de Boston, menés par leur brillant jeune défenseur Bobby Orr. On accordait très peu de chance aux Canadiens. Ils avaient terminé 3e dans leur section, 24 points derrière les champions en titre à Boston. Mais les Bruins ne s'attendaient pas en série à se buter à un mur de 6 pieds 4 pouces du nom de Ken Dryden. Personne n'avait prévu le coup. Même les inconditionnels du Canadien espéraient seulement que leur club ne se fasse pas trop humilier en série. L'histoire a oublié si c'est l'entraîneur Al McNeil ou bien le directeur général Sam Pollock qui a pris la décision fatidique de donner le filet à une recrue qui n'avait joué qu'une poignée de matchs. Mais ce fut l'un des grands coups de génie de l'histoire du sport. Dryden saisit sa chance à 2 mains et les Bruins, dépités, ne pouvaient que se demander « Mais qui est donc ce type qui arrête toutes les rondelles? » Le Canadien remportera la série en 7 matchs et leurs rivaux de Boston se souviendront désormais du nom de leur tortionnaire, Ken Dryden. Quelques semaines plus tard, le Canadien remportait la Coupe Stanley avec leur gardien recru aux commandes. Dryden a aussi raflé le trophée Conn Smythe. À l'automne de 1971, certains commentateurs s'étaient demandé publiquement si le tricolore n'avait pas commis une erreur en échangeant le gardien vedette Rogatien Vachon au profit d'un joueur avec si peu d'expérience. Leurs craintes furent non fondées. À son arrivée avec le Canadien, instantanément, il a gagné. Il a été choisi la recrue de l'année, sans aucun doute. Il était seul dans cette course-là et il a fait ses preuves après pour plusieurs années. Dryden a gardé les buts dans 64 matchs, menant la Ligue nationale avec 39 victoires contre seulement 8 défaites. Il a affiché 8 jeux blancs et une moyenne de buts de seulement 2,24 par match. L'Ontarien a remporté le trophée Calder, devenant ainsi le seul joueur de l'histoire à gagner le Conn Smythe avant d'avoir été reconnu comme la recrue de l'année. C'est un accomplissement unique. Et il est survenu grâce à la surprise de 1971, un des moments magiques dans la longue histoire du Canadien. Voilà pourquoi Ken Dryden se trouve au sommet du palmarès des plus grandes recrues de tous les temps chez le Canadien. Merci de vous être joints à nous pour l'ultime classement des recrues. Ici Pierre Houde, au nom de toute l'équipe, au revoir.